le plus long pont en arc du monde, et un spectaculaire pont suspendu, conçus tous deux pour franchir de stupéfiantes distances et résister aux typhons et séismes. Ils font partie d'une formidable initiative de génie civil de la nation dont la croissance est la plus rapide au monde, la Chine. Qu'exige la construction des ponts les plus inconcevables du monde? La Chine subit actuellement une métamorphose sans précédent. En une décennie, ce pays a construit un réseau de routes et de ponts qui n'a son équivalent qu'aux États-Unis. Mais contrairement aux États-Unis, la Chine possède deux des plus longs fleuves au monde. Ces voies fluviales divisent le pays et perturbent les communications par voie terrestre. La construction de ponts est vitale pour cette économie en pleine expansion. Mais malheureusement, les fleuves chinois sont un cauchemar pour les ingénieurs du génie civil. Le trafic fluvial est incessant et ne peut être interrompu. Les fleuves sont rapides, profonds et larges. Leurs fonds boueux peuvent engloutir les fondations des ponts. Pire encore, des typhons sévissent ici à longueur d'année. Les ponts doivent résister à des vents soufflant à 240 km/h. À tout instant, des séismes peuvent frapper, allant jusqu'à 7 sur l'échelle de Richter. Force suffisante pour réduire un pont à néant. Ces défis ont tenu les ingénieurs chinois en échec pendant des siècles. Mais aujourd'hui, ils sont à même de les relever et de bâtir certains des ouvrages d'art les plus remarquables de la planète. L'un des plus ambitieux de ces ouvrages est le pont Lupu de Shanghai, le plus long pont en arc du monde. « 35 000 tonnes de métal surplombent le fleuve Huangpu. L'arc du Lupu s'élève à plus de 90 mètres au-dessus des eaux. 120 câbles rattachent le tablier du pont à l'arc. L'arc enjambe toute la largeur du fleuve, près de 550 mètres, sans aucun soutien. Aujourd'hui, il est considéré comme une œuvre d'art du génie civil chinois. Mais la construction d'un pont de ce genre et de cette taille est une véritable gageure et n'a été envisagée que lorsque la ville a eu désespérément besoin d'un pont. Nous sommes en 1999. La population de Shanghai avoisine les 13 millions d'habitants. La plus grande ville de Chine est pleine à craquer. Une flopée de voitures encombre les rues. Les urbanistes de la ville veulent faciliter la circulation, mais le fleuve Huangpu leur barre la route. Il divise la ville en deux. Un nouveau pont permettrait à Shanghai de se développer. Mais sa construction est un véritable défi. Le fleuve fait plus d'un demi-kilomètre de large et le nouveau pont doit être conçu de manière à ne pas s'enfoncer dans le fond boueux du Huangpu et à ne pas bloquer le trafic de l'un des fleuves les plus fréquentés de Chine. Il y a une solution rentable, un pont à haubans. Dans ce type de pont, le tablier est accroché à des câbles arrimés à de gigantesques pylônes. Un tel pont pourrait facilement enjamber le Huangpu. Mais Shanghai possède déjà 3 ponts à haubans. Et les autorités de la ville veulent quelque chose de spécial. Un ouvrage qui serait plus qu'un pont, un monument. Ils prennent une décision radicale.
Shanghai va se doter d'un pont en arc, le plus grand pont en arc ayant jamais été bâti. Ça aurait été plus facile de construire un pont suspendu, mais les Chinois ont toujours aimé les ponts en arc. Les Chinois bâtissent des ponts en arc depuis 1500 ans. Dans le cas du pont Lupu, le tablier est accroché à des câbles arrimés sur l'arc. Sans la présence de l'arc, le tablier s'affaisserait et s'effondrerait sous son poids. Mais un arc ne s'affaisse pas. Les forces verticales qui s'exercent lui permettent de tenir droit. Si ces bases peuvent être maintenues en place, l'arc restera stable. Depuis 25 ans, le record du plus grand pont en arc du monde était détenu par le New River Gorge Bridge en Virginie occidentale. Le New River Gorge Bridge n'a jamais été concurrencé, car il est extrêmement difficile et dangereux d'édifier une structure d'une telle taille. En bâtir une plus grande ne fera que décupler chaque problème. Mais ces difficultés ne freinent pas les Chinois. Et en octobre 2000, la construction du pont Lupu commence. Les ouvriers enfoncent les pieux qui vont supporter les extrémités du pont. Les ouvriers métallurgistes façonnent le premier des 64 segments de l'arc. Le dessin est extrêmement complexe. Il est constitué de 2 arcs orientés vers l'intérieur. Chaque segment de l'arc doit avoir une forme particulière en fonction de sa place. Lorsqu'un segment arrive sur le chantier, de gigantesques treuils le hissent lentement jusqu'à son emplacement. C'est une opération délicate. Certains segments pèsent jusqu'à 155 tonnes. Lorsque les ouvriers placent le nouveau segment, le treuil reprend sa place initiale, prêt à hisser un nouvel élément. Plus l'arc s'élève, et plus il est difficile pour les ingénieurs de le faire tenir droit. Sans soutien, les 2 parties de l'arc peuvent s'effondrer dans le fleuve. Mais des échafaudages entraveraient la circulation fluviale. La solution adoptée par les constructeurs, soutenir l'arc par le haut. Tout d'abord, les ouvriers érigent des pylônes provisoires de plus de 120 mètres de haut à chaque extrémité du pont et relient l'arc aux pylônes par des câbles d'acier. 2 câbles supportent chaque segment de l'arc qui s'élève pièce par pièce vers le centre. D'autres câbles empêchent les pylônes de s'écrouler. L'étayage est tellement important que ça revient pratiquement à construire un second pont. Un pont à haubans qui sera démonté une fois que l'arc sera terminé. Mais d'ici là, l'ensemble est terriblement précaire. Chaque étape augmente la fragilité de l'arc. Un arc n'est un système viable qu'une fois que ses 2 moitiés sont réunies. Dissociées, elles sont non seulement instables verticalement, car elles ne subissent aucune pression, mais aussi très sensibles au vent. Les ingénieurs n'ont pas le choix. Ils doivent réunir les 2 moitiés de l'arc le plus vite possible. Mais cette tâche exige du temps. Les segments ont été conçus pour être soudés les uns aux autres de l'intérieur. L'espace est exigu et il n'y a pratiquement aucune aération. Les lampes à souder font monter la température de l'air à 60 degrés Celsius. La chaleur est telle que les ouvriers ne peuvent travailler plus de 15 minutes d'affilée. Et pour terminer le pont, ils doivent effectuer plus de 300 km de soudure. À l'extérieur, les spécialistes s'assurent que l'arc reste dans l'axe. La gravité, la température de l'air et le vent ne cessent d'agir, modifiant sa taille et sa position. Si les ingénieurs commettent la moindre erreur de calcul, le dernier segment ne s'adaptera pas et l'arc ne pourra pas être fermé. Il sera dangereusement exposé et un typhon peut frapper à tout instant.
Chaque année, au moins 2 typhons s'abattent sur cette région. En cas de sévère intempérie, les vents pourraient faire céder les soudures, ébranler les pylônes de soutien ou briser les câbles. Le poids de l'arc se chargerait du reste et il pourrait s'effondrer dans le fleuve. Avant d'entreprendre la construction du Lupu, les concepteurs ont testé une maquette du pont face à un séisme de force 7 et des vents soufflant à 270 km/h. Ces essais ont démontré que l'arc pourrait surmonter les pires épreuves, même inachevées. Mais les constructeurs ne dormiront pas en paix tant que l'arc ne sera pas terminé. Le budget, les délais et la réussite de tout le projet sont en jeu. Et plus la construction avance, plus les risques sont grands. Chaque fois que l'on construit un pont à partir de segments assemblés les uns aux autres, il y a un risque que le segment central, le dernier morceau, ne s'ajuste pas parfaitement. Cela pourrait-il se produire pour le Lupu? Après avoir avancé rapidement pendant des mois, le chantier ralentit. Un article paru dans la presse de Shanghai parle d'un retard dû à des problèmes techniques. Vers la fin, ils ont eu des difficultés pour ajuster le dernier segment. Alors le chantier a été arrêté quelque temps. Les concepteurs du Lupu nient l'existence d'un problème. Mais le pont demeure inachevé et vulnérable, et un typhon approche. En juillet 2002, près de 2 ans après le début du chantier, la silhouette inachevée du pont Lupu se détache sur le ciel de Shanghai. Le pont ne pourrait être plus vulnérable, et les conditions ne sauraient être pires. Le typhon Ramason est en train de se former au-dessus du Pacifique, à seulement 120 km de la ville. Pendant 24 heures, la tempête pilonne la côte chinoise. Les vents déchaînés abattent des arbres, détruisent des constructions et martèlent le pont inachevé. Cinq habitants de Shanghai perdent la vie. Ensuite, le typhon prend la direction du nord et disparaît. Le Lupu a supporté le choc. Le pont est intact. Mais les constructeurs pourraient ne pas avoir autant de chance à l'avenir. Ils doivent terminer l'arc avant qu'un autre typhon ne sévisse. Finalement, le dernier segment de l'arc est prêt à être mis en place. La partie centrale de l'arc entame son ascension vers le sommet. Les constructeurs n'ont pas l'assurance qu'elle s'ajustera parfaitement, même une fois mise en place. Les ouvriers soudent rapidement l'un des côtés du dernier segment. Mais de l'autre côté, l'écart est trop grand. Ils doivent attendre que la température extérieure s'élève. L'arc métallique va se dilater et l'écart devrait se refermer. À exactement 20 degrés Celsius, les deux parties se rejoignent. La dernière soudure est scellée par des boulons. L'heure est à la fête. Mais le gigantesque arc n'est pas encore hors de danger. Les ingénieurs doivent encore l'empêcher d'exercer une pression sur le sol boueux du fleuve et de s'effondrer. Les ponts en arc, tels que le New River Gorge, reposent de chaque côté sur de la roche solide. Le poids de l'arc exerce une poussée contre la roche. Mais cette dernière ne cède pas, et c'est cette force qui soutient le pont.
Mais le fond du fleuve Huangpu est trop meuble pour supporter le poids du Lupu. Ses extrémités vont s'écarter et l'arc va s'effondrer, à moins que les ingénieurs ne relient les deux extrémités. On appelle ça un arc à tirant, ou pont bowstring. Les ouvriers tendent 16 câbles entre les bases de l'arc. 8 d'entre eux resteront visibles une fois le pont terminé. Les autres seront dissimulés à l'intérieur du tablier. Ils vont agir comme la corde d'un arc. Sans leur action constante, l'arc s'affaisserait. Lorsqu'il y a une charge sur un arc, cela crée une force horizontale qui écarte les extrémités du pont. C'est pourquoi on les relie par un câble. Ainsi, les forces horizontales s'opposent dans le câble. Les équipes d'entretien devront surveiller continuellement les câbles pendant toute la vie du pont. Ils devront régulièrement vérifier la tension pour s'assurer qu'elle reste aux environs de 22 000 tonnes. L'arc du Lupu est désormais prêt à recevoir la charge du tablier. Les ouvriers commencent à hisser les 15 segments du tablier. Une autre lourde tâche. Certains pèsent près de 500 tonnes. Le fleuve n'est pas un obstacle pour cette étape du chantier, mais plutôt un atout. Les énormes caissons peuvent être apportés par bateau, ce qui est beaucoup plus facile que par la route. Le 28 juin 2003, plus de 2 ans après le début du chantier de construction, le pont Lupu ouvre à la circulation. Malgré les avatars, les constructeurs sont dans les délais. Shanghai est doté d'un ouvrage d'art et d'un nouvel axe de circulation indispensable. Et la Chine possède son premier pont record, le plus long pont en arc jamais construit. Mais cette victoire est bientôt éclipsée par l'insatiable soif de pont des Chinois. Ils veulent relier l'intégralité de leur nation pour créer une seule et unique économie. Il a été relativement difficile de franchir le fleuve Huangpu qui coupe Shanghai en deux. Et il y a en Chine un fleuve qui coupe en deux l'intégralité du pays. Le Yangtze-Kiang est le plus long de Chine et le 3e fleuve du monde. Il divise la Chine tant d'un point de vue géographique qu'économique et constitue un obstacle de 6300 km à sa croissance. À 3 heures à l'ouest de Shanghai, les Chinois franchissent cet obstacle à l'aide de l'un de leurs plus grands ponts. Le pont suspendu de Runyang. Le Runyang doit franchir une distance 3 fois plus grande que le pont Lupu de Shanghai. Près d'1,5 km en un seul bond. C'est le plus grand pont que la Chine ait jamais construit. Le 3e pont suspendu du monde. Les 2 pylônes s'élèvent à 207 mètres. Pour certains, c'est déjà une épreuve d'atteindre leur sommet et de regarder en bas. Ce pont permet aux habitants de la rive nord du Yangtze-Kiang de se rendre plus rapidement et plus sûrement à Shanghai et d'avoir une chance d'accéder à la nouvelle richesse chinoise. La rive nord est séparée de Shanghai par le Yangtze-Kiang. Mais désormais, la traversée qui pouvait prendre 2 heures par le bac s'effectue en 10 minutes par le pont Runyang. « 1998.
Les Chinois veulent franchir le Yangtze-Yang à hauteur des villes de Yangzhou et Zhenyang. Mais ils se heurtent immédiatement à un problème. Construire un pont reliant directement les deux villes est impossible, car elles ont envahi les rives du fleuve. Il n'y a plus de place pour un pont. Les concepteurs sont obligés de construire le pont plus à l'ouest. Mais à cet endroit-là, le fleuve est 2 fois plus large. Le franchir exige de bâtir 3 mégastructures. Un pont de 406 mètres au nord, une voie surélevée traversant la petite île et un énorme pont de près d'1,5 km au sud. Construire un pont sur le Yangtze-Yang est déjà loin d'être simple, mais 2 ponts. Le courant est puissant et le sol instable. De plus, chaque été, la crue du Yangtze-Yang a souvent des effets désastreux. Tout juste quelques mois avant le début du chantier, des pluies diluviennes inondent une région de la taille de l'Angleterre. Une grosse crue pendant la construction du Runyang pourrait paralyser le projet. Les constructeurs s'attaquent tout d'abord au pont nord. La courte distance leur facilite la tâche. Ils édifient un pont à haubans, un modèle simple et économique. Le tablier est supporté par des câbles attachés directement à 2 pylônes. Cette construction de 406 mètres de long franchit sans difficulté le bras nord du fleuve. Il existe des ponts à haubans 2 fois plus longs. C'est un gros chantier, mais pas un record. L'ouvrage est remarquable, de jour comme de nuit. Les constructeurs du pont sud sont confrontés à un défi nettement plus ambitieux. La distance entre les rives est près de 4 fois plus importante. Trop longue pour qu'un pont à haubans puisse la franchir sans avoir à placer plusieurs piles dans le fleuve. Les ingénieurs ont une très bonne raison de ne pas vouloir entraver la circulation fluviale, les collisions. Le bras sud est la principale voie autour de l'île. Des bateaux y circulent constamment. Si une seule de ces embarcations perdait son cap et heurtait une pile du pont, les dommages pourraient être catastrophiques. Cette leçon a été apprise aux dépens de nombreuses vies lorsqu'un bateau est entré en collision avec un pont aux États-Unis. Les ingénieurs chinois sont confrontés à de nombreux défis pour franchir le Yangtze-Yang. Le fleuve a près d'1,5 km de large. Typhons et séismes peuvent frapper à tout instant. Mais la pire menace pour un pont, c'est un navire capricieux. En 1980, en Floride, le Summit Venture, un bateau de 20 000 tonnes, a détruit le Sunshine Skyway Bridge. Le bateau naviguait dans la baie de Tampa par gros temps. Il a perdu le contrôle radar, quitté sa route et est allé s'écraser contre une pile du pont. La travée centrale s'est écroulée. L'accident a tué 35 personnes, dont 26 traversaient le pont dans un autobus. Les concepteurs du Runyang ne veulent pas risquer une telle tragédie. Ils veulent que leur pont repose au maximum sur la terre ferme. Un seul type de pont peut franchir près d'1,5 km avec des pylônes situés au bord du rivage. Un pont suspendu. Le Runyang, tout comme les ponts suspendus modernes, est accroché à 2 câbles porteurs qui vont d'une rive à l'autre. À chaque extrémité, les câbles de près d'1 mètre de diamètre sont solidement arrimés. Mais partout ailleurs, le câble porteur peut et doit bouger, même au sommet des pylônes.
Ces derniers agissent comme des piquets de tente. Ils soutiennent les câbles, mais ces derniers ne font que passer au-dessus d'eux. Si les câbles porteurs étaient arrimés au sommet des pylônes, ces derniers ne pourraient pas résister à la force exercée. Ils s'écrouleraient et tout l'édifice serait anéanti. « 360 suspentes sont accrochées aux câbles porteurs. Ce sont elles qui soutiennent le tablier du pont. Ces câbles de soutien doivent eux aussi pouvoir bouger. C'est cette élasticité qui permet au pont de supporter les violentes attaques des séismes et des typhons. Si le Runyang peut être construit tel qu'il a été conçu, il sera le 3e plus grand pont suspendu du monde. Ces pylônes auront une hauteur de 70 étages. Sa travée centrale aura une portée de 1490 mètres. Un seul pylône sera construit dans le Yangtze-Kiang. Seuls 2 autres ponts suspendus ont une portée supérieure. Le Great Belt au Danemark et le Akaishi Kaikyo au Japon. Février 2001, le chantier de construction du Runyang commence. Le projet a une telle importance pour la Chine que le président Jiang Zemin assiste à la cérémonie d'inauguration. Les constructeurs ont 5 ans pour mener à bien le projet. Première étape, les pylônes. Ces derniers devant supporter la colossale force verticale exercée par les câbles, les ingénieurs veulent les fixer sur la roche de fond. Mais la boue du Yangtze-Kiang a des dizaines de mètres d'épaisseur. Pour atteindre la roche, 32 pieux doivent être enfoncés à la base de chaque pile. Ces pieux vont agir comme de gigantesques pilotis, reposant sur la roche de fond et supportant les pylônes de 207 mètres. C'est une étape cruciale pour que les pylônes soient d'aplomb. S'ils se mettent à pencher, il sera pratiquement impossible de les redresser. L'une des piles doit aussi être protégée contre un autre ennemi tenace, le courant. Il peut détruire le pylône avant même qu'il ne soit terminé. Ces images montrent à quelle vitesse le courant peut éroder le sol qui maintient les piles d'un pont en place. Ce phénomène est appelé affouillement. Et il est venu à bout d'un pont américain beaucoup plus petit. En 1987, un pont autoroutier de l'État de New York s'est écroulé sans prévenir. Le tablier de 165 mètres qui enjambait Schoharie Creek s'est affaissé sous l'action du courant. Dix personnes ont été tuées lorsque leurs voitures ont été précipitées dans le vide. L'enquête a démontré par la suite que le courant rapide avait érodé le sol autour de la pile. Cette dernière s'est fendue avant de s'écrouler. Le tablier s'est effondré dans le cours d'eau. L'effondrement d'un pont tel que le Runyang serait beaucoup plus catastrophique. Et il n'existe aucune parade technologique contre l'affouillement. Les constructeurs doivent empiler des sacs de sable et des roches autour des piles du pont pour maintenir le sol. Les roches permettent d'empêcher le courant d'éroder le lit du fleuve. Mais elles peuvent elles aussi être emportées. Les équipes d'entretien devront les remplacer après chaque crue du fleuve. Durant leur édification, les pylônes s'élèvent, morceau par morceau, en 48 étapes différentes.
Les 48 sections doivent être alignées à la perfection, les différences entre elles ne devant pas excéder quelques centimètres. Par mesure de sécurité et pour gagner du temps, les ouvriers utilisent des coffrages glissants pour édifier les pylônes. Les armatures métalliques de chaque section sont tout d'abord mises en place. Au moment de couler le béton, les ouvriers n'ont pas besoin de construire un nouveau coffrage à chaque fois. Ils se contentent de hisser celui qu'ils ont utilisé pour les sections précédentes. Pour pouvoir terminer le pont, les constructeurs doivent résoudre un autre problème crucial. Les massifs d'ancrage sur lesquels seront arrimés les câbles porteurs doivent être parfaitement stables. Mais ici, le sol est terriblement boueux et meuble, et les câbles pourraient déplacer les massifs d'ancrage. Surmonter ce problème va être l'entreprise la plus difficile et la plus dangereuse de tout le projet. Le pont Runyang sera le 3e plus long pont suspendu au monde. La charge supportée par ces câbles porteurs sera énorme. Les câbles exerceront une force de tension de 6800 tonnes sur les massifs d'ancrage. Les concepteurs doivent les empêcher de bouger, sinon le pont s'écroulerait. Dans ce but, les massifs d'ancrage doivent être enfoncés à au moins 30 mètres de profondeur. Ce seront les plus gros massifs d'ancrage jamais réalisés par les Chinois. Mais lorsque les ingénieurs sondent les rives du fleuve, ils découvrent que le sol est encore pire que ce qu'ils avaient imaginé. Il regorge d'eau souterraine. C'est un très sérieux problème. Les ingénieurs doivent trouver le moyen de détourner les eaux souterraines, sinon tous les trous qu'ils creuseront se rempliront de boue liquide. Ce qui pourrait se produire à une telle rapidité que les ouvriers seraient pris au piège. Les ingénieurs conçoivent un plan. Ils décident de tenir l'eau à l'écart en construisant un gigantesque barrage souterrain. Les ouvriers creusent des tranchées tout autour des 3500 mètres carrés du chantier. Ils remplissent les tranchées de béton armé. Le mur retient l'eau à l'extérieur et permet de creuser en toute sécurité. Mais il y a un problème. Les ouvriers de la rive nord utilisent l'unique engin permettant de creuser à grande profondeur que possède la Chine. Sur la rive sud, les entrepreneurs sont obligés d'adopter une technique plus risquée. Ils décident de contrôler les eaux souterraines en gelant le sol. Dans ce but, ils doivent construire une énorme installation réfrigérante qui fait geler de l'eau salée à moins 20 degrés Celsius. L'eau salée gèle à une température beaucoup plus basse que l'eau douce. Des tuyaux font circuler l'eau à plus de 30 mètres de profondeur tout autour du chantier. Ils agissent comme une espèce de gigantesque congélateur. L'eau glacée gèle le sol sur une épaisseur de plus d'1 mètre. Ce mur de terre congelée retient l'eau à l'extérieur. Les eaux souterraines ne circulant plus dans le sous-sol des deux chantiers, les ouvriers peuvent creuser en toute sécurité. Les fondations sont creusées 24 heures sur 24. Les équipes doivent avoir terminé avant que la crue d'été ne les remplisse d'eau. Ces énormes fosses vont avoir près de 30 mètres de profondeur. Mais tous les 4 mètres, les ouvriers doivent s'arrêter pour couler des étais de béton armé. Plus les ouvriers s'enfoncent, et plus leur travail devient dangereux. Les eaux souterraines menacent de faire céder les parois.
Et plus le trou est profond, plus la pression est grande. Plus on creuse profond, et plus le froid doit être intense. Et à une grande profondeur, l'eau peut remonter à toute vitesse par le fond. 6 mois après le début des travaux, les 2 fosses s'enfoncent à une profondeur de près de 9 étages. Elles ressemblent à des parkings souterrains et pourraient contenir chacune 7000 voitures. Des centaines d'ouvriers travaillent désormais sur les 2 chantiers. Et le danger va augmenter. D'ici quelques semaines, la mousson et la crue vont commencer. La construction du plus grand pont suspendu de Chine exige de réaliser les 2 plus gros massifs d'ancrage du pays. Les câbles porteurs devront y être arrimés en toute sécurité pour éviter que le pont ne s'écroule. Les ouvriers ont déjà excavé 300 000 mètres cubes de terre quand les ingénieurs décident qu'il est trop dangereux de continuer. Ils donnent l'ordre de passer à l'étape suivante. Les ouvriers remplissent les 2 fosses de ballast, 320 000 mètres cubes de sable et de béton. Les ingénieurs du Runyang ont remporté leur première victoire contre le tumultueux Yangtze-Yang et évité une catastrophe. 11 mois plus tard, la région subit les pires intempéries en 5 ans. Mais lorsque les inondations se produisent, les ouvriers ont déjà commencé à construire la partie supérieure des massifs d'ancrage, sur lesquels seront arrimés les câbles porteurs. On ne peut pas se contenter d'accrocher un câble dans du béton. Il se détacherait immédiatement. C'est pourquoi lorsque le câble pénètre dans le massif d'ancrage, il se sépare en 184 taurons. Le câble se déploie sur une largeur allant de 91 cm à plus de 9 mètres. Ce qui distribue la force sur une surface de 80 mètres carrés. Chaque tauron est arrimé séparément dans le béton. Créant ainsi une forêt de câbles d'acier extrêmement sensible à la rouille. Pour les protéger, le massif d'ancrage est totalement hermétique. L'atmosphère y est constamment déshumidifiée pour empêcher la rouille de se former. Partant du massif d'ancrage, le câble grimpe au sommet des pylônes et traverse le fleuve. Chaque câble pèse 20 000 tonnes. Trop lourd pour être mis en place en une seule fois. Les ouvriers vont devoir les tirer, un tauron à la fois. Tout d'abord, ils font passer un câble de guidage en travers du fleuve, par bateau. Pour cela, ils doivent interrompre la circulation fluviale. Ils utiliseront ensuite cette corde métallique pour tirer d'autres câbles en travers du fleuve. Il leur faut 12 heures pour faire passer la corde d'acier par-dessus les pylônes. Mais une fois cette tâche accomplie, la circulation fluviale peut être rouverte. Lentement, les ouvriers assemblent le câble de guidage.
Ils construisent une passerelle à plusieurs dizaines de mètres au-dessus des eaux. Ils l'utilisent pour tirer les câbles, un toron à la fois. Chaque brin de ces torons est en acier ultra résistant. Un seul d'entre eux peut supporter le poids de 3 voitures. Tous les torons ont été préalablement coupés à une longueur précise. Tous ceux qui seront trop courts devront être remplacés, à un coût exorbitant. Chaque toron a une longueur différente. Nous devons faire confiance aux calculs réalisés pour prévoir les longueurs. Mais bien sûr, on risque toujours de commettre une erreur. 24 heures sur 24, les ouvriers continuent à installer les câbles porteurs du Runyang. La plupart de ces hommes sont venus des régions montagneuses pour gagner $200 par mois sur ce chantier. Ils doivent être en très bonne condition physique et avoir les nerfs aussi solides que les câbles qu'ils sont en train d'installer. Il faudra 6 mois pour tirer les 368 torons. Les ouvriers les compriment en 2 gigantesques câbles. Mis bout à bout, les 47 000 fils d'acier qui les composent feraient 3 fois le tour de la Terre. Les ouvriers enveloppent chaque câble dans une gaine d'acier emboîtable qu'ils peignent pour la protéger de l'humidité. Une fois terminés, les câbles ont un peu moins d'1 mètre de diamètre et plus de 2,5 km de long. Ce sont les éléments les plus onéreux du pont et sans doute les plus importants. Tout le poids du pont est soutenu par ces 2 câbles porteurs. À cause de la longueur des ponts suspendus, la force exercée est considérable. Le pire ennemi des câbles est et sera toujours l'humidité, qui produit de la rouille. Pour les protéger, les constructeurs installent des déshumidificateurs qui soufflent de l'air sec dans les gaines. Peu de ponts sont équipés d'un système aussi sophistiqué. Il devrait protéger les câbles de la corrosion pendant au moins 120 ans. Chaque année, la Chine construit 40 000 km de routes et de ponts. Cette nation consomme actuellement 1/3 de l'acier produit sur la planète et la moitié de la production mondiale de béton. Ce boom est très certainement le plus important de l'histoire. La rapidité et la quantité de construction entreprise, qu'il s'agisse de routes, de ponts ou de bâtiments, sont totalement incroyables. Je n'ai jamais rien vu de tel sur la planète. Près de 3 ans après le début du chantier du Runyang, les ouvriers sont sur le point d'attaquer la dernière étape. L'installation du tablier. La forme de ces caissons métalliques est cruciale. L'espérance de vie du Runyang en dépend. Va-t-il survivre pendant des décennies ou s'écrouler très rapidement? Comme ça a été le cas pour un pont suspendu aux États-Unis. Juillet 1941, le Tacoma Narrow Bridge, situé dans l'État de Washington, ouvre à la circulation. À l'époque, il est le 3e plus grand pont suspendu du monde. Dès le départ, il a un problème. Le moindre vent le fait osciller, ce qui lui vaut le surnom de Galloping Gertie. 4 mois plus tard, un coup de vent de seulement 67 km/h le fait balancer et onduler. Le mouvement se répercute et s'amplifie jusqu'à une situation catastrophique appelée flottement aéroélastique. Au bout de quelques heures, le pont cède. Le Tacoma Narrow Bridge a été anéanti parce que son tablier était trop élastique. Il pourrait encore être debout de nos jours si les concepteurs avaient renforcé la travée centrale à l'aide d'une poutre triangulée, telle que celle qui se trouve sous le plus long pont suspendu du monde, le Akaishi Kaikyo au Japon. Le Runyang est pratiquement 2 fois plus long que le Tacoma Narrow Bridge. Mais les ingénieurs ont aussi opté pour un tablier sans poutre triangulée pour le renforcer.
le flottement aéroélastique pourrait-il aussi en venir à bout? Le Runyang est le plus long pont suspendu de Chine. Sa travée centrale, d'une portée de près d'1,5 km, est exposée à des vents violents et même à des typhons. Mais ceux qui l'ont conçu comptent sur sa forme aérodynamique pour assurer sa stabilité. Les caissons métalliques qui constituent le tablier du pont n'ont que 3 mètres de haut. Leurs arêtes sont en biseau, comme les ailes d'avion, pour permettre au vent de tourner autour sans les faire osciller. Dans un gigantesque tunnel de vent, les ingénieurs ont soumis leur modèle à des rafales égales à celles d'un typhon. Le tablier oscille, mais il ne se produit aucun flottement aéroélastique. Le Runyang entre pourtant dans une phase critique. La mousson va commencer dans 5 mois, et un pont suspendu dont le tablier est inachevé ne pourrait être plus vulnérable. Tout un tas de segments métalliques pendent au câble. Et si le vent se met à souffler trop fort, ils vont s'entrechoquer et s'abîmer les uns les autres. Les constructeurs du Runyang doivent de nouveau livrer une course contre la montre. Ils disposent de ponts roulants spécialement conçus pour accélérer les travaux. Ces ponts roulants glissent le long des câbles porteurs et hissent en place chaque segment du tablier. « 90 jours après avoir hissé le premier caisson, les ouvriers du Runyang mettent le dernier en place. La travée de 1490 mètres, la 3e au monde, est achevée. Presque aussitôt, le dur travail d'entretien commence. Tout comme les câbles, le tablier de près de 23 000 tonnes d'acier risque la corrosion. Mais les ingénieurs l'ont conçu pour qu'il puisse facilement être inspecté. Une minuscule voiture électrique installée à l'intérieur du tablier permet aux ouvriers de le parcourir en près de 18 minutes. À l'ombre du pont se trouve une salle de contrôle high-tech. Des capteurs enregistrent le moindre mouvement du pont. Le Runyang bouge constamment. Seuls les ponts suspendus ont une telle élasticité. Elles permettent à la colossale structure de plier sous tous les caprices de la nature, sans se briser. « 30 avril 2005. Le plus long pont suspendu de Chine ouvre à la circulation, avec quelques mois d'avance sur les prévisions. Sa construction aura duré plus de 4 ans et coûté 700 millions de dollars. La région est désormais dotée d'un axe économique reliant le nord et le sud. Et la Chine s'est inscrite une fois de plus dans le livre des records. Mais elle ne s'arrêtera pas avec le 3e plus long pont suspendu ou le plus grand pont en arc du monde. Tout comme le XXe siècle a vu les États-Unis construire des ponts sur le Mississippi, le XXIe siècle verra la Chine franchir le Yangtze-Kiang. Au cours des 2 décennies à venir, les Chinois ont l'intention de construire 50 autres ponts, uniquement sur ce fleuve. Le pont le plus spectaculaire de Chine est sans doute encore à venir.